Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série saison 3, épisode 1. T'es prêt? Oui, Pierre. Alors suis-moi. C'est la rentrée. Pour fêter ça dignement, on vous emmène loin, très loin, sur Mars. Tu es à mi-chemin entre l'humanité et moi. Et si la race et ton espèce mérite une nouvelle chance, ou si elle doit s'éteindre. Lancée en 2017, la très belle Mission revient avec une seconde saison à la croisée de la science-fiction et du conte mystique. Il y a 2 ans, nous avions quitté les membres de l'équipage de la première mission sur Mars à leur retour sur Terre, après qu'ils ont abandonné l'une des leurs, Jeanne, sur la planète rouge. 5 ans plus tard, persuadés qu'elle n'est pas morte et qu'elle les appelle au secours, ils repartent en secret pour aller la chercher. Elle est vivante. Je sais. On l'a tous vu cette nuit. Il faut aller la chercher. Sur Mars. Entre réalisation d'un rêve de gosse et challenge quasi insurmontable, Julien Lacombe et Henri Deberme sont des créateurs fatigués mais heureux qui marchent dans les pas mystérieux de Damon Lindelof et de son inoubliable Lost. Nous leur avons donné rendez-vous dans le décor stellaire du Palais de la Découverte à Paris. Alors pour des raisons évidentes, je vais commencer par la question que j'ai posée à Damon Lindelof il y a 2 ans quand il est venu présenter la fin de The Leftovers ici, qui est « Quelle est votre définition du mystère ?» Pour un créateur, pour un scénariste en tout cas, c'est d'ouvrir une porte sans forcément dévoiler ce qu'il y a derrière. Et nous, on s'amuse un peu avec ça. Beaucoup. Beaucoup, en essayant de faire planer plein de possibilités dans l'esprit du spectateur. Donc je pense que le mystère, c'est pour moi aussi un peu synonyme d'imagination. C'est d'ouvrir le champ des possibles. Pourquoi est-ce que tu vois des choses que les autres ne voient pas? Pour moi, le mystère, c'est l'interrogation philosophique humaine totale. C'est-à-dire, en gros, c'est de se retrouver devant quelque chose qu'on ne comprend pas dans une société aujourd'hui où on comprend tout. Et du coup, pour les créateurs, pour les écrivains qui parlent du mystère, c'est de faire appel à cette espèce de fond atavique humain qui est quand on était des singes et qu'on regardait la frontière de la jungle et qu'on se disait il y a quoi derrière, en fait. Et en fait, c'est essayer de retrouver ça, dans un sens. C'est étrange. C'est la frontière. La frontière? Ceux d'Issark ne peuvent pas la dépasser. C'est la limite de notre territoire. Il y a des gens de l'autre côté? Personne ne vit au-delà de cette frontière. Alors on parlait tout le temps avec la saison 1 de Lost comme influence numéro 1. Alors en regardant la saison 2, j'ai repéré ce que j'imagine sont des influences. Je voulais vous les soumettre et puis vous me dites si je me suis complètement plantée ou pas. Donc moi j'avais vu un peu de Sense8 sur le fait que tous ces personnages soient liés, se ressentent les uns les autres et qu'il y ait une sorte de mutation du Westworld. The Fountain, un peu sur l'histoire de d'où vient l'humain, d'où viennent les générations. Le village de Shyamalan, sur le côté frontière et même sur la façon dont sont habillés, ce que j'appellerais les autres, pour revenir un petit peu à Lost. Donc voilà, moi c'est un peu ça les nouvelles références que j'avais repérées dans cette saison 2. Je n'ai vu ni The Fountain ni Sense8. Par contre, les deux autres références sont tout à fait assumées. Enfin, Westworld, je ne dirais pas que ça m'a influencé, parce que je l'ai vu après qu'on ait commencé l'écriture. D'accord. Donc, mais peut-être que l'ancienne version de Crichton m'avait influencé, probablement. C'est plus lié aux problématiques actuelles, je trouve, sur le développement de l'intelligence artificielle, la transhumanité. Qui était déjà dans la saison 1 de toute façon. Ouais, tout à fait. Mais qui sont liés à la transhumanité, à l'évolution globale vers laquelle on tend. You made us in your image. Created us to look like you, feel like you, think like you, bleed like you. And here we are. Westworld, c'est vrai que c'était une claque narrative parce que c'était virtuose. Et moi, je suis assez fan des frères Nolan, de toute façon. Mais avec ces allers-retours qu'on retrouve dans Mission, de brouiller l'espace-temps, en fait. Il y a ce principe-là, tout en restant suffisamment cohérent pour qu'on suive le récit, parce que sinon on perd tout le monde, c'est compliqué. Mais il y avait ce jeu-là. L'influence lostienne est quand même encore bien là, et je pense qu'on nous l'a renvoyé dans la tronche, mais gentiment d'ailleurs. Elle est assumée. C'est juste que pour nous, c'est une série qui nous a bercés et autour de laquelle aussi bien moi que Amy, que Henri, on s'est retrouvés. Et c'est vrai que la revisiter évidemment avec nos propres thématiques, nos propres personnages, d'assez loin finalement, ça nous plaît, quoi.
Et le village, du coup Le village, la m'interroge. frontière, clairement. Ouais. Puis ce côté société d'ailleurs, dans un environnement inconnu, moi ça m'avait marqué à l'époque. J'ai toujours eu une relation d'amour-haine avec Shyamalan. Et puis il y a Matrix aussi. D'ailleurs, le mot est clairement cité, mais l'élu, quelqu'un qui peut sauver. Enfin, après, c'est très générationnel, mais on sent voilà, ce C'est des récits melting pot messianiques, en fait. d'influence. Jeanne, tu sais quelle est ta place dans le cercle? Je comprends pas. Tu crois que tu es différent des autres? Parfois, oui. Tu as raison. Tu es non seulement différent, tu es indispensable au fonctionnement de cette communauté. C'est des récits messianiques assez classiques finalement. Et une de nos problématiques en première saison, c'était justement d'assumer ce côté, on fait un récit messianique, alors qui est le sauveur du monde? Bon, on va le définir, et puis on va essayer de comprendre qui il est, d'où il vient, etc. On a évidemment toute une mythologie qu'on essaie de développer, mais c'est un genre. Et c'est vrai que Matrix, c'est vraiment le récit messianique par excellence. Et alors justement, je voudrais parler un petit peu de la construction du récit et de pourquoi moi je suis épatée quand je vois que sur 2 saisons, vous savez, enfin, le récit est clair malgré la complexité de sa construction. Qu'est-ce qui a forgé votre connaissance de l'écriture, de savoir finir un épisode, de savoir quand il faut rebondir, quand il faut prendre le temps, quand il faut des silences et tout ça? Toutes ces structures-là, vous les avez appris en regardant quoi? Ça revient aux questions des références, c'est que quand on est dans l'univers de la science-fiction, ça fait aussi appel à plein de choses complètement inconscientes, enfin des références inconscientes qu'on a. On a adoré Westworld, on a adoré plein de choses, mais je parle vraiment là pour le coup, pour la profondeur des sujets à aborder. Mine de rien, même s'il n'y a pas eu beaucoup de séries ou de films de science-fiction français, c'est un genre dans lequel tous les plus grands metteurs en scène se confrontaient. On parle de Nolan, il y a Kubrick, il y a en série, enfin metteur en scène ou auteur, J.J. Abrams est l'un des meilleurs pour les séries, Damon Lindelof aussi, etc. Et donc, ce sont quand même des maîtres dans le domaine de l'écriture, et donc ils ont un peu ils ont ouvert le chemin quand même pour poser des bases. J'ai fait une comparaison de ton ADN avant ton départ vers Mars il y a 5 ans, puis juste après ton retour. Ils étaient identiques, sauf cette petite partie juste là. Une mutation. Et En comparant les tests ADN d'Alessandra Meyer et toi, puis de Basile Versorter, je me suis rendu compte que vous avez subi tous la même mutation. En fait, ces influences, elles nous ont nourris, elles ont nourri les scénaristes qui ont grandi en voyant des séries avec des cliffhangers, des séries de SF avec des super cliffhangers, en voyant des films à plusieurs tiroirs. Les films de Nolan, ça permet d'ouvrir plein de mystères, de voir des réponses, de voir ce qui est gratifiant dans un film, c'est aussi souvent qu'on a les réponses. Donc je pense que ce qui fait ce goût, cette maîtrise de l'écriture qu'ont Julien et Ami, parce que ce sont eux les scénaristes sur Mission, c'est qu'il y a à la fois un amour du cinéma où les histoires sont bouclées, où on donne des réponses à beaucoup de choses, et un amour des séries où on aime bien ouvrir plein de portes. Et donc ça, c'est une sorte de mariage. Après, c'est leur talent, hein, tout simplement aussi. Et puis c'est une envie aussi, je pense. Non, mais aussi on écrit, ou en tout cas moi je lis en tant que producteur les scénarios en tant que spectateur. Donc les retours que je leur fais, c'est comme si j'étais un mec devant ma télé. Je leur dis bah ouais, mais ça, j'aimerais bien avoir une réponse sur ça. Et ça, l'épisode, moi, si je voulais que je regarde l'épisode d'après, il faudrait qu'il y ait un cliffhanger un peu plus fort, etc. Donc c'est aussi de se placer un peu dans un truc d'humilité, de dire qu'est-ce qui va être jouissif pour le public. Il y a autre chose. Depuis qu'on est parti, la mutation, elle évolue. c'est la même chose pour Alex et Meyer? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Well, you know that our DNA is only 2% different from a chimp. So, So I don't really know what will happen. La compréhension, ça passe aussi par l'étape est-ce que je crois ce que je vois? Et notamment dans cette seconde saison où on va parler de biologie, on va parler de création d'intelligence artificielle, on va avoir des termes techniques, etc., sans du tout se noyer dedans. Mais vous consultez qui, vous travaillez avec qui pour que tout ça, ça tienne droit Eh bien, personne. C'est ça qui est pas bien. les moyens Mais de prendre des consultants. on aimerait bien. Non, mais il y a plein de Avec choses Julien il y a des choses qui sont totalement fausses et totalement assumées. De temps en temps, j'ai reçu quelques mails
d'astrophysiciens et qui disaient « Mais ça suffit, qu'est-ce que vous dites ?» Et écoutez, on utilise beaucoup de conventions de cinéma au niveau de la science. Par exemple, le fait que en orbite, enfin pas en orbite, pendant le vol, il y a une espèce de gravité artificielle à bord de la station, c'est totalement, c'est pas complètement réaliste. Mais ce que ça soulève comme question intéressante, c'est la question de la crédibilité. Nous, notre but, c'est de faire quelque chose de crédible. Et puis ensuite, ça passe aussi beaucoup par l'image, par le souci apporté au détail, parce que dans une série, dans un film de science-fiction, le moindre détail peut te faire sortir de l'intrigue, parce que d'un seul coup, tu ne crois pas à cet écran de contrôle ou à ce je ne sais quoi qui te fait sortir en tant que spectateur et donc qui nuit à ta perception de l'intrigue et de l'histoire. Et donc Julien, lui, a toujours été très vigilant sur ça. Le truc, c'est qu'on raconte une histoire qui est dans un univers qui n'existe pas, de base. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte, c'est... Donc forcément, l'environnement sur lequel on s'appuie, c'est les conventions de ciné. C'est-à-dire des conventions narratives, des conventions visuelles qui sont acceptées par le spectateur. Il se dit, bah tiens, voilà, oui, d'accord, ok, bah là, si c'est ça, il n'y a pas de souci, j'y suis. Et par exemple, je le dis souvent, mais en science-fiction, si vous êtes dans un couloir de vaisseau, vous avez remarqué que c'est souvent un octogone. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que dans l'architecture d'un vaisseau, c'est des octogones? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a institué ça il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est une convention qui est acceptée par tous. Quand on regarde l'épisode de Black Mirror qui se passe dans un épisode de science-fiction, c'est un octogone. Nous, c'est un octogone. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas réinventer quelque chose de totalement inédit. On est dans un univers dans lequel le spectateur dit « Ah, ce vaisseau-là, j'ai l'impression de le connaître un petit peu. Il était dans Alien, il était dans plein de trucs, il était dans Interstellar, beaucoup mieux, hein, évidemment. » Et en gros, on est un peu là-dessus. Hein. On bâtit là-dessus quand on fait de la science-fiction aujourd'hui, hein, dans le ciné ou dans la série. Alors, j'ai commencé par une question piège, je vais finir par une question piège. J'essaye de toujours penser qu'il n'y a pas de hasard à ce que des gens travaillent sur un projet. Il y a un destin ou il y a quelque chose de spécial qui vous accroche, qui vous touche, qui vous émeut dans ce projet-là en particulier, ou quelque chose que vous avez appris de vous en travaillant sur ce projet-là. Donc, c'est quoi votre lien personnel à cette histoire ? C'est un accomplissement personnel dans le sens où, à la fois, ça m'a permis de travailler avec un ami d'enfance, Henri, puisqu'on se connaît depuis le lycée. Et à la fois, ça m'a permis de mettre en image les récits dans lesquels je baignais depuis que j'étais gamin. Parce que ma mère avait toute une armoire de science-fiction pulp des années 70. Elle avait tous les folios, les conneries comme ça. Tous ces petits... et j'en lisais des dizaines, quoi. C'est-à-dire que je partais en vacances, mon frère faisait de la planche à voile. Et moi, je m'emmerdais sur la plage. Donc, du coup, je prenais 20 livres pour 20 jours. Et du coup, je me fixais pour objectif d'en lire un par jour. De la science-fiction, essentiellement. Et donc, quand Henri m'a appelé un jour en me disant « Ouais, j'ai signé un récit de science-fiction sur la planète Mars et j'aimerais que tu m'aides à l'écrire », ça me paraissait être un aboutissement logique. Mais donc, c'est une aventure, c'est une mission personnelle pour tous. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a que comme ça que c'était possible, ce projet-là. C'est tellement dur, tellement impossible à la base de faire une série de science-fiction comme ça, avec 100 fois moins de moyens que nos références. Je ne dis pas en blague, hein, on a vraiment 100 fois moins de moyens que nos références. Si on n'avait pas des liens ultra forts, et si on n'avait pas, je pense, une confiance indéfectible, ou en tout cas un truc au-delà du simple cadre pro, ça n'aurait peut-être pas été possible à ce point-là. On l'a fait les uns pour les autres, un peu comme dans un équipage. Ils sont tous là. Pour pouvoir faire cette série, il fallait être aussi fous les uns que les autres. Et je pense qu'il n'y a qu'avec des gens en qui tu as une extrême confiance que tu peux te permettre d'être vraiment fou. C'est beau, ça. Ouais. Merci carrément. beaucoup. À fond. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. C'était chouette. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, préparez-vous à un rendez-vous royal au Festival du cinéma américain de Deauville avec la Reine du Nord, Sophie Turner, alias Sansa Stark. Allez, à la semaine prochaine.